tous et bienvenue dans ce premier épisode de la chronique L'histoire du manga. Donc aujourd'hui on va se poser une question très simple, qu'est-ce qu'un manga? Vous êtes sûrement en train de vous dire que vous pouvez déjà répondre à cette question et c'est en partie vrai, mais j'espère que cette vidéo pourra vous apporter des compléments d'informations, des petites anecdotes que vous ignorez j'espère, et donc on va voir ensemble les origines du manga, ses inspirations, ses caractéristiques, et c'est tout, on y va. Aujourd'hui, le terme manga désigne la bande dessinée japonaise, qu'il soit sous forme de livre de poche ou dans les journaux de prépublication qui paraissent au Japon. Les mangas mettent en scène des héros qui évoluent au cœur d'une intrigue. Le mangaka cherche à passer à travers eux des messages tels que le courage, l'amitié, le respect, le dépassement de soi ou encore le don de soi. Ça peut paraître simple, mais ça ne l'a pas toujours été, et c'est ce qu'on va voir justement en reprenant les sources et les origines du manga. Tout d'abord, un peu d'étymologie ne ferait pas de mal, mais pas d'inquiétude, jeune sushi en route, je ne suis pas là pour un cours de japonais, j'ai pas envie que tu quittes la vidéo sitôt. On va juste décomposer le mot manga. Donc, dans un premier temps, on a le préfixe man, qui désigne divertissant, sans but, dérisoire, ou encore débordé, exagéré. On peut donc le traduire par caricature. Puis, il y a le suffixe ga, qui lui veut dire image, illustration, dessin. On peut donc traduire grossièrement le mot manga par image dérisoire, illustration sans but ou encore dessin divertissant. Aujourd'hui, ces traductions peuvent vous paraître fausses et erronées, mais c'est normal parce que le mot manga est apparu à la fin du XVIIIe siècle, au Japon bien entendu. Si vous pensez que c'est nos amis Roscoe, buveurs de vodka et adorateurs du très célèbre Georgi Rasputin qui nous avait apporté ce mot, vous vous trompez. Désolé de briser votre rêve d'enfance. Bref, c'est dans plusieurs recueils de poèmes tels que Mangaku Suizu, Manga Yakujo. le terme apparaît pour la première fois. Et c'est notamment en 1814 qu'un peintre de renommée mondiale fait découvrir ce mot en Occident. Il s'agit du japonais Okuzai. Ah, vous le connaissez pas? Really, nigga? Bah moi non plus, hein, mais bon, son contre-table c'est un mousseau au poulet. On va maintenant parler des sources du manga. Donc comme on vient de le voir, le manga trouve ses sources en lui-même. Et c'est dans les années 1950, sous l'impulsion d'un homme, qui va prendre vraiment sa révolution. Cet homme, c'est Osamu Tezuka. C'est même plus qu'un homme, c'est littéralement le dieu des mangas, comme le nomment nos amis nippons. Pour s'attarder un petit peu sur Tezuka, il faut savoir qu'il est complètement passionné par le dessin animé et par le cinéma des années 1950, notamment par un précurseur en la matière, Monsieur Walt Disney. Vous le connaissez forcément pour les studios Disney, qui tournent encore aujourd'hui. Tezuka va littéralement révolutionner le style de manga japonais des années 1950 qui se fait un peu vieux. Il va incorporer un nouveau découpage au sein des pages, renforcer les expressions des personnages pour les rendre plus drôles, plus expressifs, plus touchants. Et il va aussi se jouer des bulles et des lignes afin de donner des impressions de vitesse et de mouvement des personnages. Ce style graphique n'est pas sans rappeler les comics de nos amis Yankee, tout comme une bonne partie de la culture outre-Atlantique au Japon. Le pays du soleil levant s'étant fait littéralement aromatiser le nem à la sauce américaine durant la Seconde Guerre mondiale. Pour en revenir à l'admiration de Tezuka pour les productions de Walt Disney, le japonais était tombé sous le charme des grands yeux de la Blanche-Neige et aussi de Bambi, des studios Disney. Il va donc décider de les incorporer à ses mangas parce qu'il les trouvait plus expressifs. Cette influence fut un temps controversée avant que le génie de Tezuka ne finisse par s'ancrer dans les mœurs et que les grands yeux, comme on pourrait les appeler, furent définitivement adoptés par les mangaka. Il faut savoir aussi qu'avant qu'un manga arrive en France, en Espagne, au Royaume-Uni, donc plus généralement dans un pays occidental ailleurs qu'au Japon, il est soumis à un long périple. Au début, le manga apparaît sous forme de brefs épisodes dans des journaux spécialisés, des journaux de prépublication qui paraissent au Japon. Ils sont spécialisés dans certains genres de manga, on les appelle les mangashi. Il serait extrêmement long de vous en faire une liste tant ils sont nombreux, mais je peux vous citer pour l'exemple le plus célèbre, le plus ancien. Il s'appelle Kodansha et c'est encore aujourd'hui la plus grande maison d'édition de manga et de littérature au Japon. Suite à leur publication, les séries de manga les plus populaires sont sélectionnées pour être tirées en format livre de poche et ainsi vendues au grand public. On peut donc dire que si aujourd'hui en France on a la chance de pouvoir lire des mangas, c'est grâce au goût des japonais qui sont finalement pas si différents que les nôtres. On passe maintenant aux caractéristiques du dessin japonais. Donc le dessin de manga est très facilement reconnaissable et ce en quelques points très rapides, mais attention, tous les mangas n'utilisent pas ces critères, je ne fais pas une généralité, j'écris juste quelques caractéristiques du manga. En premier lieu, on retrouve le découpage des pages en cases, pouvant varier de taille et d'emplacement. Vous pourriez me dire, oui, mais dans les BD européennes aussi. Je vous répondrai alors de ne pas me faire chier, je galère déjà assez à faire ma vidéo, sans avoir à vous répondre. Merci. À un moment, il faut me respecter. Ta gueule, chien. Non, plus sérieusement, vous auriez raison de me dire ça, mais ce qui va différencier la BD européenne du manga, c'est que dans le manga, le mangaka cherche à faire évoluer son image, quitte à sortir des cases, de les briser, afin de donner beaucoup plus de dynamisme au dessin. Et c'est notamment Tezuka, toujours lui, qui le premier va instaurer un style graphique cinématographique, c'est-à-dire en déclinant une scène sous plusieurs angles de vue. Mangaka utilise aussi ce qu'on appelle le Super Deform, ou SD pour les intimes. C'est grâce à ce procédé de dessin exagéré et caricatural que le mot manga prend tout son sens. En effet, les mangaka cherchent à hyperboler les expressions du personnage
afin de faire beaucoup mieux ressentir les sentiments du personnage. Un autre procédé, et ce sera le dernier, ce sont les lignes et les courbes qu'utilisent les mangaka, donc plus généralement de l'arrière-plan des pages. Et c'est à nouveau Tezuka qui, encore lui le premier, va insérer dans ses mangas tout un tas de traits et de lignes afin d'accentuer les expressions des personnages et aussi les mouvements, comme on l'a vu précédemment. On va maintenant s'attarder sur la forme du livre. Donc comme nous venons de le voir, le manga a connu sa révolution après la Seconde Guerre mondiale. Le Japon est alors en crise, et donc une décision est prise par les hautes instances japonaises, c'est de tirer seulement les mangas en noir et blanc. Puis la crise passe, l'économie revient, mais le style reste. Ces dessins en noir et blanc sont devenus typiques des mangas et finalement ils n'ont jamais été préjudiciables à l'appréciation des mangas par le grand public. Cela est dû au fait que les mangaka ont dû s'adapter à ce noir et blanc et ont réussi à décliner le noir en tout un tas de palettes de couleurs, une palette infinie, afin de garder une qualité graphique inestimable. Dans la forme, un manga se reconnaît bien évidemment aussi par sa lecture inverse à celle des BD européennes et occidentales, et aussi bien sûr à sa vente en livre de poche. On n'a pas besoin de revenir sur ces points-là. On s'attaque maintenant à la dernière et ultime partie de notre vidéo qui va parler de la place des personnages au sein du manga. Il faut savoir qu'ils sont le centre de l'intrigue et le centre de tous les regards. À travers eux, le mangaka cherche à mettre en avant des valeurs morales telles que le courage, l'amitié, la volonté, la bonté, la charité, la générosité, tout ce qui rime en et aussi le dépassement de soi. On trouve aussi des types de mangas plus philosophiques tels que le Roi Léo ou encore l'histoire des trois Adolphes de Osamu Tezuka, où là, le mangaka incite le lecteur à la réflexion et à développer une nouvelle vision du monde. On peut donc dire que finalement le personnage de manga a deux facettes, une facette pour divertir et une facette pour faire réfléchir le lecteur. Là c'est la fin de la vidéo, je vous remercie énormément de la regarder, surtout si vous êtes encore là jusqu'à la fin. Si vous avez le temps, lâchez un petit pouce vert et abonnez-vous si vous voulez suivre les prochaines vidéos ou voir les anciennes. Ce qui serait intéressant aussi serait de mettre un petit commentaire afin de me dire ce que je peux améliorer, ce que je peux ne pas améliorer, ce qui était bien, ce qui était moins bien, me dire aussi ce que vous avez pensé du contenu, de la forme, du montage, n'importe quoi, de la musique, du son, de la qualité audio. Lâchez-vous, on a besoin de conseils pour avancer et de critiques constructives. Voilà, merci à tous, moi je vous dis salut!